nous allons reprendre. Nous en sommes à la deuxième heure de notre réunion. Nous accueillons un groupe de 3 témoins. Un petit rappel pour nos témoins. Je vous prie d'attendre que je vous donne la parole avant de prendre la parole. Il faut toujours s'adresser à la présidence. Nous accueillons Michael Bonner, à titre personnel, agrégé supérieur de la Fondation Aristote pour la politique publique, M. Don Chapman, qui a écrit un livre sur les Canadiens perdus. Bienvenue, M. Chapman. Du bureau du directeur parlementaire du budget, nous accueillons Jason Jacques, directeur parlementaire du budget par intérim, M. Elmar Zougui, analyste principale, et Louis Perrault, directeur des analyses économiques. Vous avez jusqu'à 5 minutes pour les remarques liminaires et par la suite, il y aura un échange avec les députés. Monsieur Bonner, s'il vous plaît, à vous la parole pour 5 minutes tout au plus. Et je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Thank you, Madam Chair and honorable members of the Standing Committee. Merci, Madame la Présidente et les membres du comité. C'est un honneur de comparaître devant vous pour discuter de notre politique nationale sur la citoyenneté. Votre temps et votre engagement à façonner les politiques d'immigration du Canada. Et j'ai hâte de contribuer à cette discussion importante. I am a former immigration policy advisor. Je suis un ancien conseiller en matière de politique d'immigration, un professionnel des relations gouvernementales, un historien et un chercheur principal à la Fondation Aristote pour les politiques publiques. Au début de l'année, la Fondation a publié une étude que j'ai réalisée sur la politique canadienne en matière d'immigration. Elle s'intitule « Réparer les dégâts, améliorer la politique d'immigration et de citoyenneté au Canada ». Cette étude avait 2 objectifs. Expliquer pourquoi le consensus de longue date en faveur de l'immigration s'était effrité au cours des 10 dernières années et proposer des recommandations pour améliorer la politique d'immigration et de citoyenneté afin de restaurer la confiance dans notre système. L'une de mes principales critiques à l'égard de la politique, c'était que la citoyenneté canadienne n'était pas suffisamment valorisée. J'ai fait le commentaire suivant à ce sujet. Nous avons le droit et l'obligation de rehausser la valeur de la citoyenneté canadienne et d'exiger davantage de nos concitoyens. Par-dessus tout, les efforts d'intégration ne devraient pas découler d'une aversion pour d'autres pays, mais d'un amour pour le Canada. Au fil de 4 siècles, les colons et les immigrants ont contribué à la richesse de notre pays, fondée sur une histoire fière et une identité distinctive. Le Canada est une monarchie constitutionnelle, une démocratie parlementaire et un État fédéral. Nous, la seule monarchie constitutionnelle de l'Amérique du Nord, nous avons hérité de la plus ancienne tradition constitutionnelle continue du monde. Les Canadiens sont unis par un engagement commun envers la primauté du droit et les institutions du gouvernement parlementaire. We have much to be proud of, and we have welcomed many generations. Nous avons bien des raisons d'être fiers et nous avons accueilli de nombreuses générations de nouveaux arrivants désireux de contribuer au développement de notre grand pays. Il était donc honteux de décrire le Canada comme un État post-national, sans courant dominant et dépourvu d'identité fondamentale. Il était étrange d'entendre cela de la bouche d'un premier ministre et encore plus étrange, semblait-il, de remodeler la politique de citoyenneté pour refléter ce vide supposé au cœur de notre pays. La théorie selon laquelle nous sommes une non-nation sans culture ni normes est absurde et les Canadiens l'ont rejetée à juste titre. Une conséquence facilement prévisible a été l'effondrement de la confiance dans notre système d'immigration et une demande croissante pour que la culture et les institutions canadiennes soient davantage respectées. C'est ce que confirment les récents sondages. Près de 60% des Canadiens de toutes origines affirment aujourd'hui que les nouveaux arrivants ne partagent pas les valeurs canadiennes et qu'ils ne parviennent pas à s'intégrer dans la société. 51% attendent des institutions de l'État qu'elles fassent davantage pour intégrer les nouveaux arrivants et 55% estiment que les immigrants doivent adopter les valeurs et traditions dominantes et abandonner les éléments de leur identité culturelle qui pourraient être incompatibles avec celle-ci. Les Canadiens semblent convaincus qu'il y a effectivement quelque chose à quoi appartenir ici.
Le projet de loi C3 vise à réformer la loi. Il traite de la limite de première génération en matière de citoyenneté par filiation, qui a empêché certains Canadiens nés à l'étranger de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants nés hors du Canada. Le projet de loi fait suite à une décision rendue en 2023 par la Cour supérieure de l'Ontario, déclarant la limite de première génération inconstitutionnelle et vise à rétablir la citoyenneté des Canadiens perdus. Dans l'état actuel des choses, je crains que le projet de loi ne fasse plus de mal que de bien. La suppression de la limite de première génération sans plafond pour la descendance générationnelle étendra la citoyenneté à des personnes ayant peu ou pas de lien avec le Canada, apparemment pour une durée indéterminée. Cela exacerbera le tourisme de citoyenneté qui consiste à revendiquer les avantages de la citoyenneté tels que les services de santé ou un passeport sans contribuer à la société. Pour qu'un parent citoyen canadien né à l'étranger puisse transmettre sa citoyenneté à son enfant né à l'étranger, le projet de loi C3 exige que le parent démontre un lien substantiel avec le Canada. Ce sont de belles paroles, mais selon le projet de loi, cela revient simplement à avoir été présent au Canada pendant 1095 jours cumulés avant la naissance de l'enfant. Cela ne représente qu'environ 3 ans qui peuvent être accumulés à n'importe quel moment de la vie du parent. Beaucoup de Canadiens se demanderont, à juste titre, si cela constitue réellement un lien substantiel avec notre pays. Et beaucoup s'attendront à ce que leur gouvernement exige davantage de ses concitoyens. Madame le Président et honorables membres du comité, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Mr. Bonner. Mr. Chapman, you are next for 5 minutes. I'm the head of the Lost Canadians. I coined the term. I lost my citizenship when I was 6 years old because I was born in Canada in wedlock and not adopted. Had any of those factors been different, I would have remained Canadian. Point d'ordre, Madame la Présidente. Je suis vraiment désolé, on n'a pas la... Oui. Je suis à la tête des Canadiens perdus. C'est moi qui ai inventé ce terme. J'ai perdu ma citoyenneté à l'âge de 6 ans parce que je suis né au Canada dans le cadre d'un mariage légitime et que je n'ai pas été adopté. Si l'un de ces facteurs avait été différent, je serais resté Canadien. Vous êtes perplexe? Bien sûr, parce que les lois étaient et sont toujours extrêmement complexes. Il m'a fallu 47 ans pour redevenir Canadien, car j'ai été contraint de devenir un immigrant citoyen naturalisé. Pour être clair, le projet de loi C3 ne concerne pas l'immigration. Le projet de loi résulte d'une décision de justice visant à rendre notre loi sur la citoyenneté plus équitable, à réparer des injustices historiques et à mettre la loi en conformité avec la Charte. De dire que les Canadiens perdus sont des immigrants est insultant et absurde. Il s'agit d'une question de citoyenneté, point barre. Je le répète, le projet de loi C3 ne concerne pas l'immigration. C3 corrige l'inconstitutionnalité de la première génération née à l'étranger et pour la première fois fait de la loi une loi conforme à la Charte. Il est ironique que cette même discrimination fondée sur le sexe ait fait partie de la loi sur les Indiens. Le projet de loi S3 a rectifié le problème avec des effets rétroactifs remontant à 1870. Les femmes autochtones peuvent désormais conférer le statut d'Indien, mais pas la citoyenneté, ce qui soulève la question constitutionnelle de l'inégalité des droits toujours inscrite dans la loi sur la citoyenneté. Puisque c'est applicable comme une réponse à la décision de la Cour, par exemple, dans l'Écosse contre Romaine, ça veut dire qu'aucun parti politique n'a le choix. Il s'agit de faire respecter la Charte et l'État de droit. Il y a des années, des Canadiennes qui épousaient des Américains étaient déchues de leur citoyenneté. Ce que vous ignorez au sujet de la loi sur la citoyenneté peut revenir vous hanter, vous et un être cher. Demandez à Roméo Dallaire. Le Canada a rendu apatride bon nombre de ses propres citoyens, les victimes étant souvent des femmes et des enfants. Alors, s'il vous plaît, allez au-delà des réactions superficielles et des préoccupations concernant les facteurs non atténuants tels que la vérification des antécédents criminels qui, pour les Canadiens perdus, a été déclaré inconstitutionnel dans une décision unanime de la Cour suprême en 1997 dans Benner contre Canada. Je cite un rapport du comité CIM de décembre 2007. Les vérifications des antécédents ne sont appropriées que pour les candidats qui demandent la citoyenneté, par opposition à ceux pour qui la citoyenneté est un droit acquis à la naissance. Conformément
au principe selon lequel la citoyenneté doit être permanente. Cela implique que les Canadiens perdus ne devraient pas être soumis à des vérifications des antécédents comme condition préalable à la reprise de leur citoyenneté. Les Canadiens perdus ont droit à la citoyenneté. Il est donc de votre devoir, en tant que parlementaire, de défendre et de protéger ce droit. Si les Canadiens perdus doivent se soumettre à des vérifications de leurs antécédents criminels pour obtenir leurs droits constitutionnels, ce devrait être le cas pour tous les Canadiens. Si un Canadien perdu doit posséder des terres, payer des impôts, cela doit s'appliquer à tout le monde, y compris aux nouveau-nés. En confondant cette question avec celle de l'immigration, cela veut dire que, de un, les députés ne comprennent pas la différence, ce qui est effrayant. Quand je suis dans un avion, je m'attends à un pilote qui sache piloter. Deuxièmement, les députés comprennent, mais choisissent de semer la peur et de tromper. Il suffit de regarder vers le sud pour voir la détérioration d'un pays lorsqu'un grand parti politique s'engage dans cette voie. Et troisièmement, c'est soit une combinaison des points 1 et 2. Tous les scénarios sont mauvais et mettent les Canadiens, et en particulier les enfants, en péril. La connaissance devrait l'emporter, ce qui est impossible si on ne l'accepte pas. Un parti politique refuse de me rencontrer. Mes appels restent sans réponse. Lorsque je suis allé témoigner il y a des années, les membres qui contrôlaient le comité se sont réunis à huis clos et ont annulé la réunion. Aucun Canadien perdu n'a témoigné sur un projet de loi concernant les Canadiens perdus. Avant de témoigner sur le projet de loi S-230, on m'a demandé de ne pas divulguer les chiffres exacts. Il y a là une tendance qui se dessine manifestement. Est-ce que vous monteriez dans un avion avec un pilote qui n'a suivi que 5 minutes de formation au pilotage? Je m'attends à ce que vous fassiez votre travail, c'est-à-dire de comprendre la question. Il est inadmissible que le Canada nie de manière inconstitutionnelle l'identité et la culture des Canadiens par l'intermédiaire de la citoyenneté et qui soit un pays qui viole activement les conventions des Nations unies sur les droits des enfants, la réduction de l'apatridie et l'élimination de toutes les formes de discrimination. De tous les partis, c'est le Bloc qui est celui qui comprend le mieux la culture et l'identité. 15 secondes. Le projet de loi C3 est la meilleure solution qui soit telle qu'elle. J'aimerais voir des amendements, mais la question est trop importante et les souffrances de nos concitoyens doivent cesser. Le projet de loi n'est pas parfait, mais il corrige la plupart des problèmes et je vous exhorte à ne pas soutenir les violations continues des droits et à voter plutôt en faveur du projet de loi C3. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité. We published our independent cost estimate of Bill C3, formerly Bill. Nous avons publié une évaluation indépendante du coût de C3 auparavant, le projet de loi C71, lors de la 44e législature. D'après notre analyse, nous estimons que le coût net des modifications proposées s'élèvera à 20,8 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2025-2026. Nous estimons qu'au total, près de 115 000 personnes seront touchées par ces modifications au cours de la même période. Concernant notre analyse du projet de loi de C3. Merci, Madame la Présidente. That was well short of 5 minutes. C'était bien en deçà de 5 minutes. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec une série de questions. Un premier tour de 6 minutes chacun. Nous allons commencer par M. Menegakis. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins qui ont accepté notre invitation. Monsieur Bonner, vous avez dit que le moment est venu de repenser notre système d'immigration. La plupart des immigrants que nous attirons et que nous gardons au Canada ne devraient pas être là. Est-ce que vous pourriez développer votre idée, sachant que le projet de loi C3 permet à des gens qui ne sont jamais venus au Canada de devenir des citoyens sans jamais avoir à passer un test de citoyenneté, sans jamais connaître l'une des 2 langues officielles, sans qu'il y ait de contrôle de sécurité, et quels sont les risques de procéder de la sorte? Merci. Ce qui m'intéresse, c'est de rétablir la confiance dans un système d'immigration qui a bien servi notre pays pendant assez longtemps. Non seulement de rétablir la confiance dans le système, mais le consensus qui a tenu dans notre pays et qui n'est pas reflété ailleurs, malheureusement. Il ne faudrait pas tout simplement citer mes grands titres ou mes sous-titres.
C'est une question d'intégration économique. Le Canada réussit de moins en moins à intégrer les immigrants sur le plan économique. Il y en a beaucoup qui acceptent la citoyenneté et qui quittent le pays. Je pense que ça en dit long sur les difficultés que nous n'avons pas réussi à surmonter. Maintenant, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. La question porte sur la confiance dans le système qui a été ébranlée au cours des dernières années. On veut redonner la citoyenneté à ceux qui n'auraient pas dû être aliénés au départ. Et ça mérite l'analyse que nous faisons aujourd'hui. Mais il y a des questions plus larges qui portent sur l'intégrité de notre système d'immigration, y compris la confiance du public. Et le débat d'aujourd'hui ne résoudra pas ces problèmes-là. Et si on ne prend pas les bonnes décisions, la confiance des Canadiens ne va faire que s'effriter. Vous avez mentionné qu'il y a eu 7 ministres de l'immigration au cours des 10 dernières années. Manifestement, on a du mal à trouver des gens compétents. Est-ce que vous pensez que le ministère a la capacité de traiter des centaines de milliers de nouvelles demandes, étant donné les dossiers qui sont déjà en suspens, étant donné le nombre de personnes concernées? Ça pourrait être une véritable préoccupation. À la lumière des exemples du passé, on s'inquiète déjà de devoir traiter autant de demandes. Je ne sais pas si on connaît les bons chiffres dans les médias. On évoque des chiffres qui peuvent atteindre jusqu'à 1 million de personnes. En attendant d'en être certain, il faut jouer de prudence. Est-ce que vous pensez que le projet de loi C3 rate une occasion de bien examiner, en fait, de bien appliquer nos valeurs canadiennes? Je pense qu'il faut y réfléchir bien comme il faut. Effectivement, nos concitoyens n'ont plus la même confiance dans notre système d'immigration et c'est ce qu'il faut bien corriger d'abord et avant tout. Merci, M. Jacques, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Le projet de loi C3, c'est un projet de loi qui a été copié puis recollé. Le titre a été changé. On est passé de C71 à C3. Est-ce que vous auriez une mise à jour sur les chiffres que vous nous avez fournis? C'est toujours 115 000 personnes qui sont concernées? So we've looked at the legislation. On a examiné la loi et c'est à peu près la même que la mouture précédente. Les coûts ont été établis en décembre. La ministre a parlé d'une mise à jour des chiffres concernant ce 4200 demandes. On n'a pas vu ces données. On pourrait peut-être les mettre à jour. Mais on ne serait pas ici au comité si on avait pleinement confiance aux numéros, aux chiffres qui sont sur le site web. Avez-vous établi des estimations quant au coût pour les contribuables, le coût en matière de programmes sociaux de ces Canadiens par filiation? Ben, on a regardé les coûts de traitement. C'est environ 115 000 personnes. On ne sait pas quel sera l'impact sur les budgets. Il vous reste 30 secondes. On ne sait pas dans quelle mesure cela aura un impact négatif sur la croissance des emplois. Qu'en pensez-vous? Bon, je ne pense pas que ce soit le cas avec ce projet de loi, mais le comité peut toujours adopter une motion et on pourrait préparer d'autres budgets. Merci, Monsieur Jacques. Madame Selma Zaïd,
Vous avez 5 minutes. Merci aux témoins de leur comparution aujourd'hui au comité. J'ai quelques questions qui s'adresseront à M. Chapman. Merci de parler de cette question des Canadiens perdus. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs tentatives de modification de la loi pour traiter de ce qu'on appelle les Canadiens perdus. Le S245, parrainé par un sénateur. Les conservateurs ont fait traîner les choses pendant des semaines en 2023. Ils ont utilisé des tactiques pour que ce ne soit jamais débattu en Chambre. Est-ce que ce message d'obstruction des conservateurs a nuit aux familles? Bon, c'est la deuxième fois qu'on me parle du sénateur Martin. 2 jours avant le témoignage, le sénateur Martin voulait apporter des modifications et à un moment donné, elle a dit non, plus de modifications. Pour ce qui est du bureau de M. Poilièvre, il a envoyé un courriel disant qu'il était d'accord avec le S245. Mais j'ai regardé si ces amendements étaient sincères. On disait qu'il n'y aurait pas de cérémonie de citoyenneté sur le jour de Yom Kippour, mais c'est ce jour-là aujourd'hui. Vous voulez dire que on peut pas avoir de journée de rencontre ces journées-là? J'ai pas trouvé que c'était sincère. Ils ont parlé également de sécurité. Finalement, Finley Weinberger, il a reçu une lettre lui disant qu'il devait passer un test de citoyenneté, un test linguistique. Mais ça n'a rien à voir. Les tribunaux sont retournés à 1997. Il s'agit d'une question d'équité, de l'état de droit, de la charte. Aucun parti n'a le choix. Voilà ce que dit la loi et point à la ligne. On dit qu'il faut avoir confiance au système. Mais que dire du système de citoyenneté et du système juridique? Il faut avoir confiance. Ça, c'est pas une question d'immigration. Merci, M. Chapman. Il y avait des questions conservatrices aux autres témoins qui parlaient de la restauration de la citoyenneté des Canadiens perdus. Ils présentent un argument disant que c'est trop dispendieux pour le Canada de reconnaître la citoyenneté de ces gens qui, dans beaucoup de cas, ont vécu ici toute leur vie. Ils ont contribué à l'essor du Canada, paient leurs impôts et se sont toujours considérés Canadiens. Vous croyez que c'est bien d'associer un coût à la citoyenneté canadienne? La question s'adresse à moi? Réponse non, pas du tout. Vous savez, lors d'une cérémonie de citoyenneté, c'est une rue à 2 sens. On dit, vous avez des obligations comme citoyen, mais le pays a également des obligations à l'égard de leurs citoyens et citoyennes. Et une de ces obligations, c'est que tous les gouvernements du monde devraient protéger les droits de leurs citoyens et améliorer la vie des citoyens. C'est pas une question de coût, là. Au tribunal, Bjork n'a pas dit protéger ces gens-là jusqu'à une certaine somme d'argent. C'est un droit. Point à la ligne. On ne devrait pas parler de considérations financières. Mais vous savez, le C-37, qui était un projet de loi conservateur, c'était comme si ce côté et ce côté avaient changé de place il y a 20 ans. Les libéraux disaient la même chose. Vérification de sécurité, connaissance, etc. Et les conservateurs, et je l'ai vu sur la caméra, disent, mais si c'est 200 000, c'est pas grave, on a besoin des gens. Mais ça, c'est pas une question d'immigration. Si vous retirez la citoyenneté aux individus, on fait quoi? On retire la citoyenneté de tous ceux qui sont à Victoria? Non. C'est une question de citoyenneté. Ces gens ont des droits. Et ils peuvent s'attendre à ce que le gouvernement
respectent leurs droits. Oui, il s'agit de droits en effet. Mais pourquoi dites-vous que ce projet de loi porte sur la restauration de la citoyenneté et pas sur l'immigration? Mais c'est dans la décision du tribunal. Il ne s'agit pas d'un cas d'immigration. Et on n'a pas présenté cet argumentaire. Ce qu'on veut, c'est restaurer la citoyenneté car la loi était inconstitutionnelle. Point à la ligne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à l'avenir? Vous voulez que la loi sur la citoyenneté respecte la Charte et la Constitution du Canada ou pas? Ça, c'est sur la citoyenneté. Il vous reste 15 secondes. Pendant 47 ans, j'ai essayé de restaurer ma citoyenneté. Je vis ça depuis que j'ai 10 ans. Toujours indiqué que j'étais Canadien. En passant, tous les partis sont coupables ici. Je devais avoir une enquête d'antécédents criminels pour entrer dans mon propre pays. Quelle insulte! Merci, Madame Zaïd. Monsieur Brunel-Duceppe, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous les témoins d'être présents aujourd'hui. J'ai des questions en premier pour le directeur parlementaire du budget. Tantôt, j'ai posé la question à la ministre. Je lui ai demandé combien de personnes C3 pourrait toucher en termes de nouvelle citoyenneté. Elle a été incapable de me donner un chiffre. Et pourtant, votre département est capable de m'en donner un. Est-ce qu'une ministre qui porte un tel projet de loi ne devrait pas être capable de donner un chiffre alors que vous êtes capable de le faire? C'est quoi la différence entre les calculs d'IRCC et les calculs du directeur parlementaire du budget? Le chiffre qu'on a, bien sûr, c'est une estimée. Quand on regarde un peu l'ensemble des estimés qu'il y a sur la diaspora canadienne est relativement... les estimés sont très larges. Ça peut être comme 300 000, ça peut être jusqu'à comme 4 millions, en fond. Alors, nous, ce qu'on a fait, on s'est basé sur une étude de Statistique Canada qui, c'est une étude démographique de 2018, je pense, et reconstruit depuis 1921 jusqu'à 2016 la diaspora canadienne brisée en 3 groupes, dont un est les citoyens par descendance. Et puis, nous, on a pris ce chiffre-là, et puis, avec certaines hypothèses, on arrive à notre 115 000. Parfait. Vous avez aussi, dans le même rapport, là, estimé les coûts à 20,8 millions de dollars, je pense. Comment vous déclinez, comment vous arrivez à ce chiffre-là, 20,8 millions de dollars? Dans le fond, on utilise à peu près les 4 groupes qui seraient touchés par, à l'époque, C71. Et puis, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait demandé à certains départements à peu près les coûts d'avoir une preuve de citoyenneté ou, désolé mon anglicisme, le Grant of Citizenship, ainsi qu'on a parlé pour toutes les j'ai aussi l'acronyme en anglais, GAC, pour obtenir les affaires globales, je pense. Désolé. Les coûts des services consulaires dans les cas normaux et extraordinaires, comme dans les cas de rapatriement s'il y a une guerre, des choses comme ça. Puis on a juste multiplié tous ces coûts-là pour arriver à notre 20 millions. Et avec ce qu'on sait, là, les directives du premier ministre Carney envers tous ces ministres, je pense, cet été, où il disait qu'il va falloir couper à certains endroits. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, les ressources nécessaires à RCC sont présentes pour traiter, par exemple, si C3, ça risque de passer, là. Donc, si C3 est voté rapidement, la mise en place de C3, est-ce que vous pensez qu'actuellement, les ressources d'IRCC sont suffisantes pour traiter les nouvelles demandes qui seront mises de l'avant par C3? Je pense que... nous n'avons pas fait une évaluation du budget du ministère. Puis c'est annoncé difficile pour nous de dire définitivement s'il y a assez de ressources ou non. Parfait. Est-ce que vous avez reçu des évaluations de IRCC par rapport aux personnes qui seraient touchées, par rapport aux évaluations des coûts? Est-ce qu'il y a eu est-ce que vous leur avez posé des questions? Est-ce qu'ils vous ont répondu?
À l'époque, en octobre 2024, on envoie la question justement au département, savoir s'il y avait des estimés en lien à le nombre de citoyens canadiens qui seraient touchés par 671. Puis on s'est fait répondre que non, il n'y en avait pas. Et puis, ils nous ont également donné des pistes aussi, comment qu'on pourrait mesurer, mais on n'en a pas. Donc l'IRCC n'a pas fait le travail, visiblement, ils vous l'ont dit De notre connaissance, OK, parfait. n'a pas de chiffres. Tantôt, j'ai rappelé à la ministre comment fonctionnait la loi sur l'immigration, sa propre loi, parce qu'elle nous a dit que le 1095 jours qu'on utilise, qui est tout à fait correct, là, était copié sur le 1095 jours qu'on demande aux résidents permanents, sauf qu'elle avait oublié que pour les résidents permanents, ça doit être sur une période de 5 ans, alors que dans ces c'est 1095 jours non consécutifs, peu importe la période de temps. Est-ce que vous auriez des chiffres? J'imagine que non, mais est-ce que ce serait possible pour vous de refaire, puis je pose la question en toute naïveté, de refaire un calcul si on mettait ce critère-là, c'est-à-dire donc les 1095 jours, les 3 ans, sur une période de 5 ans. Est-ce que c'est possible pour votre département de nous fournir un estimé à ce moment-là? En effet, pour l'instant, il n'y a pas d'hypothèse spécifique pour le 1095 jours. On a une hypothèse qui réduit le nombre de Canadiens potentiels qui pourraient être touchés par 671 pour obtenir notre 115 000, parce que théoriquement, il y aurait probablement plus de gens qui pourraient être touchés par la mesure. Pour la question de 10 000 jours, j'imagine que c'est une question de données qui serait probablement difficile à obtenir rapidement comme ça. Il faudrait y penser. Puis justement, je ne peux pas vous répondre exactement. Un gars s'essaye, comme on dit par chez nous. Monsieur Chapman, selon vous, est-ce qu'il y a certains cas de citoyens perdus qui ne seraient pas couverts par C3 dans sa mouture actuelle? Yes. And there are. Oui, et il y en a. 15 secondes. Bon, cela ne corrige pas toutes les catégories, mais on y est presque. Il y aura toujours des problèmes. Merci, Monsieur Chapman. Okay, that is the end of our first round. We are now Voilà on la fin de la première ronde. On passe à la deuxième ronde. Madam Chair, my following questions are for Madame Dr. la Présidente, ma question s'adresse au Dr Bonheur. Vous aviez publié une étude en mai qui s'intitule Réparer les politiques d'immigration. À la page 18, vous avez écrit qu'environ 60% des Canadiens de tous les milieux prétendent que les nouveaux venus ne partagent pas les valeurs canadiennes et qu'ils ne sont pas bien intégrés au sein de la société canadienne. Et croyez-vous que ce manque d'intégration pourrait être réparé par le projet de loi C3? On pourrait avoir tout d'abord un test linguistique en français ou en anglais et deuxièmement un test sur la citoyenneté. Est-ce que cela devrait être une exigence? La réponse est oui et non. En principe, il faut faire quelque chose pour résoudre ce problème que vous venez de mentionner. Et les chiffres que j'utilise n'ont pas été inventés. Il y a eu un sondage et vous trouverez ça en note de bas de page de mon document. Et peut-être que les chiffres ont déjà augmenté d'ailleurs. Il y a beaucoup de mesures de sauvegarde qu'il faut appuyer, pas seulement sur le plan de l'immigration, mais sur le plan de la culture et de l'intégration économique. Cela doit faire partie du système d'immigration. Pas juste dans un projet de loi. Et il y a cette philosophie selon laquelle le pays doit adopter tout cela. Maintenant, quand on veut interpréter cette statistique, il faut tenir compte du contexte. Souvent, on se dit, il n'y a rien à intégrer. Il y a une théorie selon laquelle il y a un vide culturel au Canada et qu'on n'a rien à faire pour obliger l'assimilation de cette culture. Il n'y a pas de principe en particulier. C'est
qu'on entend depuis quelques décennies. Les Canadiens savent que ce n'est pas vrai. Il faut que la philosophie fasse partie intégrante du système d'immigration. À cette même page, j'avais écrit « De plus en plus de nouveaux arrivants quittent car ils ne créent pas de lien permanent avec le pays et passent à d'autres débouchés économiques à l'étranger. Vous dites que 25% de tous les immigrants vont quitter en dedans de 25 ans et un peu plus d'un tiers le feront au cours des 5 premières années. Vous mettez l'accent pour dire que ceux qui quittent, 48% sont des migrants économiques. Croyez-vous que le manque de liens au Canada sera résolu par ce projet de loi 3? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des exigences quant à la résidence à long terme? Règle générale, c'est ce qui se fait ou c'est ce qui est entériné dans les politiques d'immigration. Vous avez parlé tout à l'heure de statistiques. Cela me ramène à une étude, pas une étude que j'ai menée, mais ça s'appelait le Leaky Bucket. C'est vraiment effrayant. On choisit des immigrants économiques parce qu'ils veulent investir ici. Ils ont déjà des offres d'emploi. Et ils peuvent contribuer avec leurs compétences, leurs diplômes obtenus à l'étranger. On dit que ceux-là sont essentiels. Donc, s'ils livrent, ça a des répercussions graves. Et il faudrait examiner cela de plus près. Une partie du problème en rapport avec ce sentiment de rareté ou de pénurie par rapport aux infrastructures. On a ressenti ça, les gens de ma génération, au cours des dernières années. On pourrait en faire plus pour garder les gens hautement qualifiés qui veulent venir ici. Il faut trouver une solution. Oui, ce serait peut-être bien d'intégrer cela au projet de loi C3. Merci, Monsieur Bonnard. Merci. Monsieur Frégis-Catos, vous avez 5 minutes. Microphone. Monsieur Chapman, lors de notre rencontre et dans votre témoignage, vous avez dit que le problème n'est pas un problème d'immigration, mais un problème de citoyenneté. Merci de ce message clair. Cela nous rappelle pourquoi on est ici pour défendre le C3. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'immigration à la chaîne. J'avais l'impression que j'étais dans un autre pays à entendre un président qui adore cette phrase. Je pense que vous savez de qui je parle. Je ne veux pas déroger, là, mais est-ce qu'on pourrait en parler? Parler de l'équité du système et considérer le fait que le C3 présente des mesures pour qu'il y ait uniformité d'application de la loi sur la citoyenneté. La loi sur la citoyenneté a jamais été très constante. Il y a à peu près 15 catégories de Canadiens perdus. La plupart des situations ont été corrigées. Moi, je me bats pour eux depuis très longtemps. J'avais 6 ans quand j'ai perdu ma citoyenneté. On me dit que j'essaie d'immigrer vers mon propre pays. J'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Je suis né citoyen canadien. Ces gens-là ont un droit constitutionnel d'être citoyen, pas le droit constitutionnel d'immigrer. Quiconque peut immigrer. Si on parle d'immigration à la chaîne, il y a une façon de venir au Canada, c'est d'avoir un enfant en territoire canadien. Quiconque peut venir au Canada, avoir un enfant, et voilà, cet enfant est canadien. Si on veut appliquer les 1095 jours pour les immigrants, il faut que les 1095 jours s'appliquent aux Canadiens perdus. J'étais un pilote
je quittais le pays pendant 20 jours chaque année, j'aurais jamais pu obtenir les 1095 jours consécutifs. Les Canadiens naturalisés ont accès à différentes façons de faire la preuve des 1095 jours et c'est pas vrai pour les Canadiens perdus. D'où l'importance d'être équitable. Pour ce qui est des 1095 jours consécutifs, il y a l'article 6 sur les droits de mobilité qui sont invoqués. L'un des membres de ce comité était marié à un Américain et a passé l'année COVID en Oklahoma. Elle aurait perdu sa citoyenneté à cause de cela, il y a de cela des années. Alors, il me reste qu'à peu près 1 minute et demie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez du nombre de personnes qui deviendraient éventuellement des citoyens? Je respecte le travail qui a été fait par le directeur parlementaire du budget. On évoque un chiffre de plus de 100 000 personnes, mais sans contexte. Je pense que vous avez ce contexte, que vous n'avez pas nécessairement les chiffres, mais vous connaissez le contexte. Vous avez publié des livres, vous avez comparu à plusieurs reprises. Vous connaissez le projet de loi C-74. Alors, parlez-nous-en, s'il vous plaît. Je pense que nos concitoyens ont l'impression qu'il y a 100 000 personnes qui vont arriver du jour au lendemain, alors que c'est pas ça. La Cour n'a pas établi de chiffres, mais il y a eu le cas de Romain contre l'avocat général d'Écosse. Ils ont fait la même chose que pour S3. C-37, toutefois, a ouvert la porte à peu près 1 million, peut-être 2 millions de personnes. Et dans les 16 ans depuis l'entrée en vigueur de ce projet de loi, 20 000 personnes sont arrivées pour dire, voilà, je veux devenir Canadien. Il y en a beaucoup qui habitaient déjà au Canada. Alors, c'est peut-être des dizaines de milliers de Ménonites qui vont pouvoir obtenir leur citoyenneté. Ils font probablement partie des 115 000. C'est pas juste une question de savoir combien de personnes sont concernées, c'est combien de personnes qui vont se présenter à la frontière. C'est des gens qui vont toucher qui ne toucheront pas l'aide sociale, c'est des gens qui vont contribuer à la société, ils veulent tout simplement un statut légitime. Alors, il y en a beaucoup qui sont déjà là. C'est à peu près 1 à 2 %. Minute et demie, s'il vous plaît. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente. C'est ça, on essaie comme législateur d'avoir le plus d'informations possible. C'est entre autres pour ça que vous êtes avec nous. Je reviens sur le nombre de personnes touchées. Lorsqu'on me dit 115 000, il y a quand même, ça a été compliqué, j'imagine, pour vous d'espèce de développer une grille d'analyse pour arriver à ce chiffre-là. Est-ce que vous êtes arrivé à des scénarios, si vous avez 115 000, nécessairement, il y a peut-être eu différents scénarios où il y a moins de personnes qui seraient touchées, plus de personnes qui seraient touchées. Pourquoi le 115 000 nécessairement? Est-ce qu'il y a quand même, vous êtes capable de nous dire si ça peut être beaucoup plus, si ça peut être beaucoup moins? Comme je vous avais dit tout à l'heure, l'analyse est basée principalement sur une étude de Statistique Canada. Et puis dans l'étude elle-même, il donne un peu comme 3 niveaux un peu de l'estimé. Nous, on a pris l'estimé du milieu, si on veut. Il y en a une qui est plus basse, qui à peu près, on pourrait couper le chiffre en 2. Puis il y en a une qui est un peu plus élevée, puis c'est à peu près plus qu'1,5 fois, si on veut. Fait que dans le cas comme présentement de la diaspora canadienne, ce serait des citoyens par descendance, on a pris un chiffre qui est environ comme de 2 millions avant de commencer à réduire pour trouver le chiffre. Et puis là, ce serait un cas il y aurait soit 1 million de personnes qui seraient canadiens par descendance, ou sinon, ça serait 3,4 millions de personnes. Fait qu'une fois là, dans le fond, on pourrait prendre les chiffres qu'on a faits, puis on peut soit les couper en 2, soit faire fois 1,4. Ça, c'est la façon plus simple, si on peut dire, de un peu la fourchette, en gros. Après ça, l'hypothèse de savoir qui va en effet demander. Ça, on a fait une hypothèse sur ça pour arriver à notre chiffre. Nous, on pense qu'elle est raisonnable. Elle pourrait être plus basse, pourrait être plus élevée. Et j'imagine que
en majorité, ces gens-là proviendraient, par exemple, des États-Unis. J'imagine que les pays d'origine les plus susceptibles des gens qui proviennent des États-Unis seraient plus susceptibles d'aller chercher cette... Je pose la question comme ça parce que C'est probablement pour... vous n'avez pas décliné par pays. Non. Pour affiner, Ok. l'estimer, peut-être qu'on pourrait regarder ça, mais pour l'instant, on a 15 vraiment pris secondes. un nombre agrégé. Et puis, on a appliqué nos hypothèses pour arriver au... Un gars s'essaye, mais est-ce que vous trouvez ça raisonnable qu'une ministre arrive avec un projet de loi sans être capable de démontrer combien de personnes seraient touchées par ce projet de loi-là? Ce n'est pas à nous de juger. Merci, Monsieur Jacques. Merci, Monsieur Brunet-Duceppe. So we have about 5 minutes left, if it's okay. Il reste encore environ 5 minutes. Je vais donner 2 minutes à chaque parti, aux libéraux, aux conservateurs et au Bloc. Ça vous va? 2 minutes donc pour M. Davies. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Bonner, j'ai été frappé par vos commentaires sur la valeur de la citoyenneté canadienne. Vous avez parlé de l'évolution d'une philosophie post-nationale qui n'obtient pas l'adhésion qu'à une certaine époque. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi, et en particulier au fait qu'il n'y a pas de critères de langue, il n'y a pas de test de citoyenneté, pas de test de la capacité de s'autosuffire. Comme la ministre l'a dit, on peut obtenir la citoyenneté en restant au chalet pendant 1095 jours non consécutifs. Alors, qu'est-ce que ça vous dit au sujet de la valeur de la citoyenneté canadienne? Comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, certains devraient revoir leur citoyenneté canadienne. Je pense que personne ne remet cela en question. Je ne pense pas qu'il y ait de raison de ne pas le faire non plus. Ce qui m'inquiète, c'est que la citoyenneté devrait avoir une certaine valeur. La priorité du gouvernement et du public, ce devrait être de rétablir la confiance dans notre politique d'immigration et dans notre politique sur la citoyenneté, plutôt que d'apporter des petits ajustements ici et là. Si le projet de loi C3 se traduit par de la fraude, par des cas de fraude, ça ne va faire qu'exacerber le problème. Madame Zaïd, pour 2 minutes. Monsieur Chapman, voici ma question. On entend beaucoup parler des Canadiens perdus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et pourriez-vous nous parler de ceux qui sont justement perdus? Oui, je voudrais préciser un commentaire. On n'obtient pas la citoyenneté quand on passe 1095 jours. Il faut qu'on soit 1095 jours et qu'on est Canadien, on peut donner la citoyenneté à son enfant. On ne peut pas tout simplement passer 1095 jours et obtenir la citoyenneté. Ça, c'est l'immigration. Alors, les Canadiens perdus, c'est un terme que j'ai créé il y a plusieurs années. Ce que je savais à l'époque, c'est que je n'étais plus Canadien. L'Internet a été créé. J'ai commencé à parler de ma situation et on a appris que par toutes sortes de façons, le Canada avait enlevé la citoyenneté à des gens qui l'avaient auparavant. Le problème a commencé il y a longtemps. On appelle ces gens-là les Canadiens perdus, c'est le terme qu'on leur donne. La Cour supérieure de l'Ontario a rendu une décision sur cette question et a permis une prolongation jusqu'au 20 novembre pour trouver une solution législative. Alors, pourriez-vous nous dire pourquoi il est important que ce projet de loi soit adopté le plus rapidement possible? Parce que sinon, les ventes vont s'ouvrir après le 20 novembre. Avant le projet de loi C-37, il n'y avait pas de limite générationnelle. C'était comme ça pendant 146 ans. Le Canada a ouvert la porte à l'immigration. On a déjà eu
des citoyennetés générationnelles. Le projet de loi C3 ne permet pas cela, mais ne fait que corriger des erreurs du passé. Merci, M. Champetin. Mme Zaïd, M. Brunel-Duceppe pour 2 minutes. Merci, Mme la Présidente. Je veux remercier tous les témoins. On avait des opinions très différentes, puis aussi beaucoup d'informations pertinentes pour nous aider à faire un choix éclairé. Vous nous avez dit, messieurs du directeur parlementaire du budget, vous nous avez dit que vous aviez calculé le 20,8 millions de dollars là, que ça coûterait en fonction de la recherche, entre autres, sur le 1095 jours. Tantôt, j'ai soulevé le fait qu'avant 2019, les sorties du territoire canadien n'étaient pas colligées par le gouvernement canadien. Encore aujourd'hui, même pour les vols internationaux, c'est pas nécessairement envoyé directement au gouvernement. Est-ce que ça viendrait, est-ce que vous l'avez pris en compte, cette variable-là? Et sinon, pensez-vous que ça sera encore plus fastidieux de vérifier le 1095 jours? Non, premièrement, non, ça n'a pas été pris en compte. Peu de détails ont été donnés même auparavant. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est à considérer, mais comme pour vous dire, je ne peux pas vous donner une réponse. OK. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être pris en compte dans une analyse du directeur parlementaire du budget, ce genre de choses-là, à laquelle on pense malheureusement pas des fois quand on a plusieurs dossiers à gérer en même temps? Oui, absolument. S'il y a une demande, une motion qui vient du comité, nous serions heureux de refaire notre estimation. Nous sommes ici de vous appuyer. Vous êtes les clients. Are you making that request, M. Brunel-Duceppe? Oui, s'il vous plaît. Vous faites cette demande, M. Brunel-Duceppe? Très bien, la demande est faite. Il vous reste 10 secondes. Faire un dernier commentaire. I'm sorry. Je suis désolé, le temps est déjà écoulé. I just want to say a warm thank you to all of Je you. tiens à vous remercier chaleureusement pour vos interventions et pour la contribution à l'étude de ce projet de loi. Notre prochaine réunion, mardi le 7 octobre, pour l'étude article